On va rebasculer sur le diaporama. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient les premiers connectés, on est sur notre, 6e webinaire de la série qui a commencé, début janvier, qui se termine donc aujourd'hui même. Le principe de cette mini-série, c'est de vous faire des reportings sur les principaux résultats du CASDAR Ergotraite. Et donc sur cette dernière thématique, l'idée c'était de faire une espèce de résumé de ce qui est ressorti de ce travail-là, mais aussi des travaux, on va dire concomitants des collègues, des partenaires. Et normalement, je devais co-présenter avec Sébastien Guillochot qui malheureusement est bien malade. Il a plus du tout de voix. Ce matin d'ailleurs, on a échangé par texto, il était, quasiment inaudible au téléphone, donc il s'excuse, hein, mais on n'a vraiment pas partagé, ces éléments de réflexion ensemble, et ce que je vais vous proposer là sera le plus fidèle possible à ce qui s'est dit, entre nous, et ce qui a été aussi travaillé au niveau du projet. Alors c'est ce que je disais à Jérémy, par contre, ça sera peut-être un tout petit peu plus court parce que je pourrais pas autant illustrer, certains éléments que lui aurait pu le faire, puisque c'est lui qui a suivi pas mal des travaux autour notamment des liens entre bâtiment et traite, et vous verrez qu'il y a des choses qui se trament à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui étaient déjà là sur les autres webinaires, ça va être un peu une redite, mais pour les nouveaux arrivants, il y en a quelques-uns. Juste, pardon, vous repréciser le contexte. La traite, bien sûr, principale tâche, d'astreinte en élevage laitier. Alors pas que astreinte, c'est même de toute façon un chantier important, au niveau de l'élevage laitier, incontournable, et qui a des impacts forts sur beaucoup de choses, sur les résultats de l'exploitation bien sûr, mais aussi, largement sur les conditions de travail. Ce pourquoi le projet a vu le jour d'ailleurs, mais aussi sur la santé des animaux, sur tout un tas d'autres dimensions, et avec des grosses variations entre exploitations, mais aussi au sein d'une même exploitation, parce que les saisons évoluent et les activités sur l'exploitation évoluent. Alors on va le voir, c'est quelque chose qui va impacter d'ailleurs sur, certains des éléments de conclusion, et puis avec, des contextes et des structures laitières qui sont elles aussi en évolution, perpétuelle. Les derniers, les derniers échanges politiques, font écho à ça d'ailleurs, et puis, ben, si la traite est importante, il est quasi incontournable que c'est un point sensible de la filière. Il y a un économiste qui le disait il y a de ça quelques années. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains secteurs, c'est le cas. On a vraiment du mal à avoir encore recours à de la traite conventionnelle comme on le faisait hier, et notamment je parle de traite conventionnelle parce que l'idée c'est de regarder comment ça se passe à ce niveau-là, en parallèle de la traite robotisée qui a toute légitimité à exister bien sûr, et d'autant plus que technologiquement c'est quelque chose qui aujourd'hui est réaliste. Mais on a, encore une grande majorité, 70 a priori à minima des exploitations qui sont, en traite conventionnelle, donc en traite où, on a un intervenant humain, pour la pose des gobelets. Donc l'idée, c'est que, bah, ces treilleurs d'aujourd'hui et les treilleurs de demain, il faut que leur métier soit raisonnable, soit durable, et notamment pour qu'on puisse, attirer, les nouvelles générations, que ça soit du côté, de la traite, mais aussi au niveau de l'accompagnement, parce qu'il y a aussi, un challenge à ce niveau-là. Alors ErgoTrade, c'est un CASDAR innovation et partenariat, qu'on a conduit, avec, la Chambre d'agriculture de Bretagne, d'où, l'intervention normalement de Sébastien, aujourd'hui même. Comodal, qui est une entreprise, qui travaille sur la réalité augmentée, sur, l'analyse de l'image, les nouvelles technologies. La Caisse centrale de MSA, bien sûr, on peut difficilement, travailler, sur l'ergonomie sans avoir, recours à leurs compétences. Et puis l'Institut, Agro Rennes Angers pour la dimension, enseignement. Et vous avez vu que sur, un des webinaires précédents, on a parlé du kit pédagogique qui pouvait être utilisé par les uns et les autres pour parler de traite, et notamment parler de l'approche globale de la traite, puisque c'est aussi ça une des idées du projet, c'est de ne pas regarder que la partie mécanique qui est certes importante, hein, notamment par rapport au risque, TMS, troubles musculo-squelettiques, mais il y a aussi toute la partie organisationnelle, et vous allez voir dans ce qu'on va évoquer tout à l'heure, je vais souvent être amené à dire que tout n'est pas mécanique, loin de là, et que le mécanique quelque part, c'est une des roues du carrosse certes, mais c'est loin d'être la première. Et donc effectivement, ce projet-là, il s'est appuyé sur, 3 actions, phares. La première qui tourne autour du repérage, et de l'analyse des freins et motivations, c'est l'incontournable, objectiver, ce qui est la réalité du terrain autour de la traite. Une deuxième action, sur laquelle on a déjà débriefé sur les mesures et les analyses multidimensionnelles à la traite, en regardant, certes l'ergonomie, mais en regardant aussi comment tout ça interagit avec, la qualité de la traite et le bien-être des animaux notamment. On va en parler aussi du bien-être animal puisque,
ben, à ce jour, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut jouer sans que ça soit d'ailleurs, très coûteux, loin de là. Et puis, bah, aujourd'hui, on sera plutôt sur l'action 3, sur la diffusion des résultats, de ces travaux. Donc on a eu, un webinaire sur la partie, pédagogique pour les jeunes en formation. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur, la dimension conseil. Alors ce sur quoi on va continuer à travailler puisque tous les livrables ne sont pas encore, aujourd'hui, complètement, finalisés, mais vont être, diffusés au fur et à mesure. Alors il y en a déjà certains de disponibles, on va en reparler tout à l'heure, mais d'autres sont encore en cours de finalisation. Alors, donc je vous le disais tout à l'heure, là, ce qu'on va essayer ce que je vais essayer de vous proposer et ce sur quoi on pourra échanger, c'est des pistes de réflexion. On n'est pas sur la proposition de solution. À mon sens, à la traite, il y a peu de solutions réelles dans l'absolu. On est plutôt dans des situations où on va évoquer des possibilités. On va, à l'inverse, quand on a des problèmes, repérer des facteurs de risque, mais il y a tellement d'interactions, il y a tellement de choses qui se jouent à la traite qu'on peut difficilement imaginer qu'il y ait des solutions, passe-partout, des solutions miracles. Alors, il y a des choses qui vont être proposées qui vont avoir plus de chances de passer dans quasiment toutes les situations, mais même ces passe-partout, nécessitent à ce qu'on y regarde un peu plus près, à ce qu'on évalue et éventuellement à ce qu'on puisse, faire marche arrière à un moment donné si on s'aperçoit que ça ne donne pas les résultats escomptés. Ce qui est certain, c'est que pour une traite plus adaptée, puisqu'en fait c'est ça qu'on vise, hein, c'est une traite plus adaptée. Alors on peut parler de traite de qualité, vous l'avez vu dans les webinaires précédents, moi je considère qu'une traite de qualité, en fait, c'est une traite adaptée. On s'adapte aux besoins du traiteur, on s'adapte à la caractéristique du troupeau, du contexte et on s'adapte aussi, aux attentes, et aux visions du traiteur. Mais tout comme aussi, le traiteur doit s'adapter en partie au matériel, l'animal d'une certaine façon va aussi s'adapter, aux conditions de traite mises en place. Donc il y a tout ça à prendre en compte et là, on va bien parler de traite adaptée. Et donc pour arriver à ces traites plus adaptées, ce qu'il faut, mais ça ça devrait couler de source, c'est quasiment du bon sens et c'est le cas dans quasiment tous les projets. Il faut déjà, réfléchir et comprendre avant d'agir. Avant d'imaginer quoi que ce soit, normalement, on doit déjà essayer de comprendre quelle est la situation sur laquelle on est. Alors si on est éleveur, la situation de traite qui est la nôtre, si on est conseiller, dans quelle situation, fonctionne, l'éleveur en question et donc c'est là où il est intéressant d'auditer ou de faire auditer ses pratiques, son installation de traite, les produits utilisés, mais aussi éventuellement, d'autres dimensions si jamais elles sont en jeu dans ce qui se trame ou dans ce qui pourrait évoluer. Donc c'est notamment, mieux comprendre chaque élément, ça c'est incontournable avant de faire du multifactoriel, il faut déjà regarder, facteur par facteur ce que ça donne et avec une logique qui est d'aller, le plus rapidement possible vers une meilleure compréhension, une meilleure intégration des interactions qu'il peut y avoir. Au niveau de la traite, je le rabâche et je continue à le rabâcher encore, quelques années. On est vraiment sur un phénomène d'interaction entre un minimum un animal qui va avoir du lait à donner, une machine qui est là pour essayer de récupérer ce lait que l'animal a à donner et un traiteur qui, même sur un robot, a son rôle à tenir et notamment au minimum sur les réglages, mais aussi, sur la traite conventionnelle, sur l'interaction qu'il va avoir avec l'animal et avec le matériel. Et c'est ce qui va faire que, dans certaines situations, un matériel peut convenir et sur une autre, exploitation, parfois juste l'exploitation voisine, ça peut poser problème. Ce qu'on dit aussi souvent et ça c'est quelque chose qu'on a vérifié dans les enquêtes qu'on a fait, auprès des trayeurs, ça c'est ce qu'on avait fait dans l'action 1 et puis ce qui s'est passé aussi au fur et à mesure de l'action 2, hein, quand on fait de l'acquisition de mesures, on n'est pas sans discuter avec les éleveurs et là du coup les trayeurs. On s'aperçoit que pour que l'évolution ait une chance d'arriver, à terme et d'être positive, il faut justement que le positif de la situation initiale, de l'existence, soit aussi pris en compte. C'est ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour faire évoluer le reste. On s'aperçoit que quand on veut tout changer d'une situation, A à une situation B, sans garder un petit peu de la situation initiale, c'est en général beaucoup plus complexe pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour le trailer, mais ça peut être aussi pour les animaux. Il y a à prendre en compte le fait qu'on travaille, doublement avec du vivant, avec, l'éleveur, mais aussi avec les animaux qui ont une certaine façon de fonctionner, une certaine routine et trop de changements parfois, peut être préjudiciable. Je discutais encore ce matin avec un expert, dans le cadre d'une situation de litige et en fait ce qui semble se tramer, c'est que sur l'élevage, sur lequel on échangeait, il y a eu beaucoup trop de chamboulements pour que, qui que ce soit s'y retrouve.
Les animaux ne s'y retrouvent pas parce que tout a été modifié, les réglages de traite ont été complètement chamboulés. L'installation de traite, même si elle a évolué vers du mieux, elle est complètement différente de celle qu'elle était initialement et l'éleveur, n'a pas, encore pris bien en main cette installation comme il le faudrait et au global, bah, il y a rien qui fonctionne correctement alors que pris intrinsèquement, chacun des éléments ne sont pas aberrants, loin de là. Ce qui est important, c'est aussi, en complément de ce positif, c'est bien sûr repérer où sont les problèmes. Qu'est-ce qui va être plus compliqué ou qu'est-ce qui va être flou? Parce que parfois c'est ça, on n'a pas la possibilité d'être certain qu'il y a un problème à tel ou tel endroit, notamment c'est souvent le cas, malheureusement sur des problèmes sanitaires, mais on peut avoir des doutes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va repérer des facteurs de risque et de toute façon, la plupart du temps, ces facteurs de risque, voire même, systématiquement, c'est intéressant d'aller les faire évoluer vers quelque chose de plus serein, de plus calé pour qu'au global tout s'améliore. Et puis, bah, c'est ce que j'évoquais à l'instant, préférer, des petites évolutions progressives plutôt que, tout chambouler du jour au lendemain. Alors, il y a quand même des situations très particulières où il y a rien qui va et là, il faut vraiment faire quelque chose. Mais, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, hein, mais, les animaux et notamment les vaches sont des animaux assez routiniers et si le troupeau n'évolue pas, si on garde les mêmes animaux, une évolution trop radicale peut vraiment poser problème. Il faut pas sous-estimer cette dimension-là et après notamment par rapport à l'idée qui était évoquée, sur un des premières phrases, pour mieux comprendre les choses, c'est bien de pouvoir détricoter aussi les interactions et c'est là où si en fait tout évolue d'un seul et même tenant, on a des fois du mal à comprendre qu'est-ce qui a fait évoluer quoi et notamment si on se retrouve avec une situation qu'on n'a pas forcément bien appréhendée et qu'on a du mal à caler par la suite, on n'aura pas la possibilité de se dire, ben, bloc par bloc, voilà comment ça a évolué et c'est plutôt ce bloc-là qui va poser problème. Alors je dis n'importe quoi, mais ça peut être le bâtiment, sur la circulation qu'il y a avec, l'installation de traite et ça va être peut-être masqué par le fait que, bah, il y a tellement de choses qui ont évolué que, bah, il y a tout à parier que tout est interagissant et qu'on comprendra pas ce qui s'est tramé et qu'on risque de refaire, la même erreur ou alors de pas trouver, la possibilité de revenir en arrière si jamais il y en avait besoin. Donc ça, c'est une première chose, prendre le temps d'auditer, les choses. Alors, c'est pour ça que je le mettais, hein, c'est soit auditer soi-même si jamais on imagine en avoir les compétences, mais c'est au moins le strict minimum. C'est d'essayer de se questionner soi-même sur le système en place et éventuellement, on verra tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent vous accompagner là-dessus. Il faut pas se dire que c'est un problème de faire appel à des amis, hein, comme le dit la formule consacrée, mais on a, des gens qui sont spécialisés sur certains domaines et qui peuvent, largement accompagner les trayeurs à ce niveau-là. Hem, Là, sur cette diapo-là, l'idée, c'est aussi de renforcer le fait que, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'optimisation, même avant de faire évoluer, un dispositif pour, le chambouler du tout au tout. Et notamment, on parle beaucoup du lean management en élevage, c'est quelque chose qui est à la mode. Alors lean management, c'est quoi? C'est une théorie, qui vient du Japon à la base et qui est, quelque chose qui tourne autour de l'optimisation par, la suppression de l'inutile, de l'inefficace pour aller vers, quelque chose qui est beaucoup plus rationnel et qui va être, axé sur des organisations plus réfléchies. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, c'est valable à la traite, mais c'est valable aussi par ailleurs, hein, ça peut être, dans notre, travail à chacun, hein. On a des choses qui sont des «parasites» entre guillemets sur notre façon de faire les choses, et dans ces parasites-là, il y a parfois des choses qui sont tout simplement de l'ordre de l'inutile ou de l'inefficace. Alors je m'explique, c'est des matériels, des produits ou des pratiques qu'on peut avoir qui sont pas complètement aberrantes, pris de par elles-mêmes, mais par contre qui peuvent le devenir aberrantes dans la situation particulière dans laquelle on se trouve. C'est notamment, l'exemple qu'on prend de plus en plus, c'est certaines pratiques d'hygiène qui, peuvent éventuellement donner satisfaction chez le voisin, mais arriver sur l'élevage en question, peuvent ne pas être adaptées pour tout un tas de raisons. Et dans ces situations-là, c'est souvent, bah, des pertes, brutes et nettes, d'argent, mais de temps aussi et puis, parfois même des prises de risques. Je reviens sur cette hygiène, ceux qui m'ont déjà entendu, discuter de nettoyage ou d'hygiène à la traite, savent que je dis régulièrement et de plus en plus que, trop d'hygiène peut tuer l'hygiène. Dans le sens où,
sur certains aspects, la gestion de l'hygiène, c'est certes du préventif, mais c'est aussi du curatif. Il peut malheureusement arriver qu'une flore pathogène arrive, sur l'élevage et il faut pouvoir s'en séparer. Et dans ces situations-là, bah, il faut se garder, certaines, pratiques, curatives et si ces molécules ou si ces pratiques, on les a déjà déployées en première intention en préventif, bah, on est vite démuni. La caisse à outils, elle est déjà utilisée et on arrive vite à des limites et sachant qu'en plus, certaines pratiques drastiques peuvent, être très coûteuses, au niveau financier, mais aussi en termes d'énergie. Je pense par exemple, à l'utilisation d'eau très, très chaude, en se disant: «Ben, j'augmente largement la température, comme ça je prends moins de risques». Mais en fait, oui, on peut éventuellement se dire qu'on prend moins de risques au niveau hygiénique, mais par contre, on prend des risques en termes de sécurité des utilisateurs, mais on prend aussi des risques par rapport à l'usure prématurée des consommables. Donc il faut quand même trouver le juste milieu entre, une volonté quelque part de sécuriser les choses, mais point trop d'infos, il faut quand même se laisser, la possibilité de recourir à ces approches un peu plus drastiques, au bon moment et de toute façon, il y a très clairement des moments, alors pas sur tous les élevages parce qu'il y a des élevages qui sont plus ou moins, à risque, multiple, mais sur certains élevages où les choses vont plutôt bien, il y a des moments de l'année où on pourrait même se permettre de se passer de certaines interventions, donc on y gagnerait et du temps et de l'argent par rapport aux produits utilisés, mais tout doit être réfléchi malgré tout. On ne peut pas le faire comme ça de première intention. Il y a des choses à réfléchir en amont et justement, c'est supprimer l'inutile ou l'inefficace pour aller renforcer, faire quand c'est pas déjà fait ou mieux faire si c'est déjà fait, ce qui devrait être incontournable et qui malheureusement est parfois oublié. On en a parlé lors d'un autre webinaire sur la traite bovine, une des particularités, c'est que sans la volonté de l'animal, on récupère pas la totalité du lait disponible parce que, ben, cette décharge d'oxytocine qui permet l'éjection du lait, elle est sur la bonne volonté de l'animal, d'une certaine façon et donc si on n'a pas une bonne stimulation de l'animal, si on passe pas suffisamment de temps à la préparation des trayons, on prend un double risque. On prend le risque, potentiellement hygiénique dans certaines situations, mais on prend aussi un risque en termes de qualité et de rapidité de la traite. Donc c'est quelque part un investissement sur cette préparation-là. Alors sachant que c'est un investissement en temps et en général, pas forcément de coût réel derrière, sauf si on a recours à l'hygiène, mais sur ce temps de préparation. Par contre, c'est, un effort qu'on va porter, au début de la traite pour, passer moins de temps et moins de pénibilité sur la fin de la traite, avec la gestion des problèmes de santé mammaire et des laits atypiques. Alors c'est la même chose, hein, si vous en discutez avec des vétérinaires, ils vous diront que, on peut et on devrait normalement avoir des préparations, et de l'hygiène qui soient contextualisées, aux troupeaux à minimum, voire aux animaux, c'est encore mieux, voire même éventuellement, si on veut vraiment pousser le bouchon assez loin, jusqu'au quartier puisque bah, au niveau de la physiologie et de l'anatomie, il y a une indépendance entre les quartiers, au moins sur l'intérieur. Après sur l'extérieur, il peut y avoir de la contamination croisée certes, mais il y a des choses qui sont légitimes pour certains aspects et notamment, ça serait le cas, largement renforcé sur la traite robotisée, mais à presque réfléchir au quartier. Et puis, bah, on va en reparler aussi tout à l'heure et Sébastien aurait pu en parler, malheureusement il est pas là, c'est qu'il y a une importance, notable de, la circulation des animaux, mais aussi de l'ambiance de traite sur la qualité et sur l'efficacité de la traite. Ce lien, au bâtiment, qui va faire que les animaux vont arriver plus ou moins facilement et vont ressortir plus ou moins facilement de la salle de traite. Ça peut jouer sur beaucoup de choses et notamment sur le fait que la traite sera vécue, de façon plus ou moins pénible. Et ben, dernière étape, c'est, éventuellement imaginer aller plus loin, pour améliorer ce qui est inadapté s'il y a besoin. Alors là, par rapport à ce que j'ai dit sur la slide précédente, là, c'est plutôt sur, les aspects matériels. Oui, éventuellement, on peut aller changer, telle ou telle particularité de l'installation de traite parce qu'elle est en défaut, mais on s'est assuré, auparavant que c'est bien elle qui est en défaut et pas forcément, les pratiques ou, les caractéristiques du troupeau qui posent problème. Et une fois qu'on a amélioré l'existant, bah, on peut encore aller plus loin en allant, jusqu'à apporter des aides aux trayeurs ou à la traite. Parce que d'ailleurs, c'est pas que le trayeur qu'on aide dans bien des situations, c'est aussi globalement les animaux parce que, bah, la traite qui va être de meilleure qualité pour le trayeur va être aussi de meilleure qualité pour les animaux et inversement.
Donc c'est tous ces automates qui aujourd'hui existent et qui peuvent, faciliter certaines tâches, c'est des options qui permettent de, par exemple, fluidifier, la circulation des animaux. C'est des technologies, notamment avec les nouvelles interfaces utilisateurs qui peuvent, faciliter les choses, alors qui sont, d'ailleurs, subjectives, hein. Il y a des gens qui vont s'adapter plus ou moins facilement avec telle, technologie. Et puis, parce qu'on nous pose souvent la question, hein, au niveau d'Ergotrade, on a assez peu regardé ce qui se passait au niveau des exosquelettes, mais c'est une volonté de notre part parce que, les gens qui justement ont travaillé avec les exosquelettes et d'ailleurs, j'invite ceux qui seront, au salon de l'agriculture, la semaine prochaine, le 27, à une conférence qui aura lieu de 11 heures à midi, où on échangera avec les collègues du secteur du bois et de la forêt, sur les intérêts des nouvelles technologies, notamment des exosquelettes. Et ce qu'il en ressort, c'est que oui, c'est une possibilité, comme d'autres. Par contre, c'est quelque chose qui doit se réfléchir en amont et qui doit être normalement déployé en dernière intention. On améliore déjà tout l'existant et après l'exosquelette peut éventuellement venir en complément, trouver sa place. Mais c'est rare qu'on puisse améliorer les situations en le positionnant, par exemple, dans une installation qui est mal configurée, où on peut se raccrocher un peu partout, voire à l'inverse, ça peut amener plus de problèmes que de réelles, améliorations. Alors, je l'ai dit, hein, c'est vrai que ces réflexions-là, elles sont pas toujours faciles à mener, seul dans son coin. Donc on peut très bien se faire accompagner si on est éleveur ou accompagner si besoin, si on est conseiller. Mais même les conseillers peuvent se faire accompagner de spécialistes d'autres thématiques. On n'est pas forcément compétent sur tous les domaines. Et globalement, ce qu'on évoque là, c'est investir dans la matière grise. C'est Sébastien qui me dit souvent, au niveau des projets bâtiments, ce qui manque souvent, c'est le recours à une maîtrise d'ouvrage. Les éleveurs, là, dans notre situation, les trayeurs, imaginent souvent, pouvoir tout gérer par eux-mêmes, sauf que sur certains chantiers, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, une conduite de chantier. Et il y a besoin de faire appel à une maîtrise d'œuvre. Et là, dans ces situations-là, il y a aussi, le recours qui peut être fait à des conseillers spécialisés sur le bâtiment, sur la traite, les préventeurs de la MSA, qui peuvent aussi intervenir auprès des sociétaires. Et d'ailleurs, ça peut ouvrir, lieu à des subventions sur tel ou tel matériel qui faciliterait, le travail. Et puis, c'est aussi ces agents de concession de laiterie, hein, qui connaissent bien le contexte, qui connaissent bien, certains matériels, qui peuvent aussi accompagner. C'est le contrôle de performance et les vétérinaires. Globalement, toutes les toutes les bonnes âmes d'une certaine façon, et tous ceux qui connaissent et le secteur et le contexte et l'élevage, qui peuvent, amener cette prise de recul et ce regard extérieur qui peut être intéressant. Et en plus, bien sûr, il y a tout le reste, il y a se documenter. Ça, c'est certain que plus on va avoir d'éléments objectifs, mieux ça va être. C'est aller voir, visiter des exploitations, voisines, participer à des portes ouvertes, essayer. Ça peut être intéressant, notamment quand on veut essayer des matériels, mais ça peut être aussi, essayer des organisations éventuellement. Et ça peut être fait chez un collègue, mais ça peut être aussi fait sur site, essayer, telle ou telle façon d'aborder la traite et voir ce qu'il en ressort. Et puis, ça, c'est aussi fondamental. Ça paraît toujours, comment dire? Trivial quand on le dit, mais malheureusement, c'est pas souvent qu'on a la comment dire? La traduction de ce qui a été fait. C'est de confronter les devis, les marques, les matériels. Ne pas rester forcément sur la proposition du dernier intervenant, mais essayer de confronter ce qui peut être proposé. Et puis parce que parfois on n'imagine pas forcément, tout ce qui peut exister, ce qui peut être proposé, et qui peut être, sûrement judicieux, mais qui n'est peut-être pas présent à un moment donné sur votre secteur. Alors Sébastien l'aurait dit aussi parce que c'est lui qui l'évoque souvent, c'est ce que les anglo-saxons appellent les little wins, c'est les petites victoires, les choses qui permettent d'envisager, plus facilement l'avenir. Puis ça va aussi dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas une obligation de tout faire évoluer, voire c'est même dangereux parfois de tout faire évoluer, d'un seul tenant. Ça peut être intéressant d'y aller par petites touches, et notamment, attaquer, pardon, par des choses qui coûtent pas grand-chose, qui sont pas une prise de risque dans le sens où ça coûte rien. C'est notamment, avant même d'imaginer, changer un matériel, quand l'existant, est pas si aberrant que ça, mais modifier quelques pratiques, voir si on arrive à en ressortir, quelque chose de positif, supprimer certaines tâches inutiles. Et notamment, c'est là où ça peut être intéressant de se faire accompagner par quelqu'un qui va être de l'extérieur et qui va regarder et qui va accompagner l'éleveur. Parce que c'est vrai que quand on est au jour le jour à la traite, il y a des choses qu'on voit plus, hein. C'est comme nos enfants qu'on voit pas grandir, et quand tonton arrive, il dit: «Ah, qu'est-ce que tu as pris comme centimètre?» Là, c'est un peu ça aussi. C'est aussi des possibilités d'aller tester des choses qui, même si elles vont pas tout corriger, à minima, peuvent faire qu'on va limiter les facteurs de risque.
on n'aura pas forcément de répercussions, tout de suite, mais de toute façon, on ne prend pas un grand risque. Heu, Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au renforcement de la stimulation des trayons. Si jamais on a un doute sur la traite, qui nous paraît un peu longue, oui, il y a bien sûr des choses à aller regarder au niveau du réglage de la dépose, pourquoi pas au niveau du matériel, mais ça peut valoir le coup de stimuler un peu plus quelques animaux qu'on connaît comme étant les animaux un peu plus longs et regarder ce qu'il en ressort. Et parfois, ben, on s'aperçoit que si ça n'a pas fait de bien, de toute façon, ça fait pas de mal et ça limite ces facteurs de risque qu'on évoquait tout à l'heure, qui font souvent que, bah, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qu'on va avoir des problèmes de qualité du lait ou de santé mamelle derrière. Ce qui est incontournable aussi et ça les équipementiers nous le disent et c'est pas que commercial, hein, c'est une vérité absolue, c'est qu'il y a vraiment un intérêt notable à faire de l'entretien préventif des installations de traite plutôt que de faire du curatif au coup par coup. Heu et notamment ce qui est plus problématique dans ces approches, non préventives, c'est, ces modifications qu'on peut faire touche par touche. On va modifier, tel manchon qui est abîmé sur tel poste alors que les autres n'ont pas été renouvelés. On va avoir de l'hétérogénéité sur les postes de traite et ça, c'est pas souhaitable. Et toujours est-il que, de faire du préventif, c'est aussi se prémunir de tous ces accidents, de ces incidents qu'on peut avoir, un dimanche soir où c'est pas le bon moment parce qu'en plus on est en chantier d'ensilage, je ne sais quoi. Le préventif, c'est aussi ça, hein, c'est porter ses efforts, en limitant les facteurs de risque au grand maximum et surtout éviter que, on soit obligé de gérer du curatif à des moments donnés où c'est le plus pénible. Dans la notion de pénibilité, c'est ce que nous disent les ergonomes, il y a bien sûr, ce qu'on va être amené à faire, mais aussi à quel moment je le fais et sur la base de quel contexte historique. C'est vrai que c'est sûrement plus rageant d'avoir des courroies de pompe à vide qui lâchent un dimanche soir, alors que je savais très bien, on me l'avait dit qu'en plus il fallait que je les change. Bah, voilà, c'est des choses qui peuvent en plus s'anticiper et bah, il y a aussi des petites victoires, des petites choses qui permettent de faire gagner du temps et de l'argent. C'est notamment, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, l'adaptation de l'hygiène au contexte de l'élevage et ou à la période et ou à l'animal et c'est bien et ou parce que pour certaines situations, on peut décorréler ces 3 éléments-là, mais dans d'autres, c'est complètement justifié, notamment, quand on fait ce qu'on appelle du traitement sélectif ou de l'hygiène sélective. Ben, c'est chaque élevage qui va, devoir réfléchir ces pratiques, mais aussi, potentiellement, on peut les adapter à tel ou tel animal en fonction de, bah, soit son statut sanitaire, soit son niveau de production, soit parfois, c'est s'adapter, au fait que, bah, l'animal, d'habitude arrive propre et ce jour-là arrive un peu plus sale. Bah, là, OK, je vais renforcer mes pratiques, mais par contre, à chaque fois qu'elle arrive propre, bah, je peux, éventuellement être un peu plus adapté en termes de préparation, assurer la stimulation parce que ça, c'est un incontournable et peut-être, relâcher un petit peu, mais volontairement et en toute connaissance de cause sur la partie hygiénique. Et puis, ben, là aussi, Sébastien aurait pu le dire, il y a besoin pour que la traite se passe bien, à ce que le bâtiment aille tout aussi bien et ça, c'est valable aussi pour la traite robotisée. Si le bâtiment fonctionne pas bien, on va avoir des animaux qui vont être plus sales, qui vont poser problème en termes de préparation des trayons, qui vont poser problème aussi parce que potentiellement ils peuvent contaminer, l'installation de traite et puis, bah, c'est aussi des traites, différentes avec des potentiels problèmes de mammites à gérer. Alors, j'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle encore une fois et tant pis, je le répéterai autant qu'il le faudra, mais tout n'est pas matériel à la traite. Oui, bien sûr, il y a le matériel, ça c'est certain. Aujourd'hui, on est sur la traite mécanique, donc on a toujours recours à un matériel, mais il n'empêche que, tout ne tourne pas forcément autour du matériel et quand c'est du matériel, c'est pas forcément que le matériel de traite. Il peut y avoir aussi le matériel de refroidissement, le matériel de stockage et cetera. Ce qui est certain, c'est que, pour améliorer la traite ou du moins pour que la traite soit plus adaptée, on peut aussi réfléchir à comment modifier la traite pour qu'elle corresponde mieux à certaines attentes ou à certaines particularités de l'élevage. C'est notamment, réfléchir sur l'évolution de ces pratiques avec, des pratiques d'hygiène dont on parlait tout à l'heure qui, peuvent être différentes entre, des gens qui vont faire, de la production de lait, apte à toute transformation, des gens qui vont faire la transformation, fromagère derrière. Voilà, il y a des choses qui peuvent se réfléchir un peu différemment. Même si les principes de base restent les mêmes, il y a des adaptations qui peuvent être notables. Après, c'est aussi une réflexion à avoir sur le rythme de traite. Est-ce que tout le monde est dans l'obligation de rester sur de la bitraite quotidienne? On pourrait très bien se dire que pour certains ou au minimum à certains moments de l'année, la monotraite pourrait être, à réfléchir, tout comme la suppression d'une traite le dimanche soir. Enfin,
modification des rythmes de traite qui peuvent être intéressants et notamment parce que comme pour la deuxième partie où on évoque, l'implication de chacun à la traite, le fait de pouvoir avoir une alternance, de pouvoir se remplacer, de pas toujours être à la traite matin et soir 365 jours par an. Bah, c'est pour répondre à ce que nous disent beaucoup de treilleurs. Ce qui peut être le plus pénible, c'est de savoir qu'on doit y être tous les jours, tous les matins, tous les soirs, quoi qu'il arrive. Là, on peut se dire, bah, en réfléchissant à telle ou telle façon de faire, je peux, modifier le rythme pour ne pas être, tout le temps à la traite et pouvoir faire, éventuellement autre chose. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est aussi, cette nécessité, pardon, qu'il peut y avoir à stabiliser ou à homogénéiser, son troupeau. Heu, Plus les gabarits, plus les mamelles vont être homogènes et assumées et plus ça va être facile à gérer. L'exemple le plus simple, c'est le choix des manchons trayeurs. Pour un équipementier, mais même pour un éleveur, le choix est très complexe quand on a une hétérogénéité importante sur le troupeau et inversement, si tout est homogène, ce sera beaucoup plus facile et ça fait partie des choses qui devraient être systématiquement travaillées. Je vois pas dans quelle situation l'homogénéité du troupeau, en termes de qualité de traite pourrait, poser problème. Alors après oui, on peut toujours avoir un échange, très, très long sur l'intérêt qu'il y a pour la génétique, pour la réponse aux aléas climatiques et cetera d'avoir des entrées, via, la diversité des souches génétiques ou je ne sais quoi, mais en tout cas pour la traite, plus le troupeau va être homogène et ça c'est vrai pour les différentes filières laitières, plus le troupeau va être homogène, plus on va avoir de possibilités de stabiliser les choses et d'avoir des traites qui soient cohérentes et notamment plus on pourra, profiter de la coopération des animaux et ça j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il faut surtout pas oublier en traite bovine que, rien ne se fait, de rationnel sans que l'animal, n'ait d'une certaine façon eu son mot à dire. Et enfin, dans les choses qui sont importantes, et que nous rappellent souvent les ergonomes et à juste titre, c'est que, la pénibilité à la traite peut largement venir de ce qui se passe avant, bien sûr de ce qui se passe pendant, ça paraît assez intuitif, mais aussi de ce qui se passe après la traite. Et notamment, ce qui est intéressant et ce qu'il faut surtout pas sous-dimensionner, c'est l'impact que peut avoir la circulation des animaux et ça sur les enquêtes, des treilleurs, je vous le rappelle, c'est ce qui est ressorti comme étant, l'élément de pénibilité majeur. C'est pas forcément la pose des gobelets, c'est pas forcément, toujours l'application d'hygiène qui est la plus pénible, c'est surtout avant tout la circulation des animaux. Tout simplement parce qu'il va falloir aller chercher les animaux, mais en plus ces animaux qui vont avoir du mal à circuler vont être plus ou moins stressés par cette circulation en question et ça va faire que la traite va moins bien se passer alors qu'elle pourrait se passer tout à fait, bien avec ce même type de matériel de traite. C'est juste, le lien au bâtiment qui n'est pas adéquat. Ce qui est certain aussi, ça aussi ça ressort des enquêtes, plus on va pouvoir limiter ce qu'on va appeler les traites atypiques, donc c'est toutes les traites, d'animaux à problème, plus ça va être facile à gérer et plus ça va être, agréable de traire parce qu'on est vraiment sur, ce qu'on pourrait considérer comme de la traite efficace. On n'est pas là à gérer des problèmes, on est là à plutôt récupérer, le fruit de son travail et après ces traites particulières, il y en aura de toute façon toujours. Il y a forcément des fraises gelées sur lesquelles, il va falloir mettre le colostrum de côté donc ça, il faut faire avec, il y a pas le choix, hein, ça fait partie des règles du jeu. Mais par contre, plus on va pouvoir limiter les autres problèmes, mieux ça va être et notamment aussi pour des considérations au titre de l'ergonomie et des risques de TMS, hein. Moins on va avoir de lait à mettre, à l'écart, moins on va véhiculer de bidons, moins on va véhiculer de seaux et plus ça sera confortable et moins ça sera risqué pour tous. Et enfin, dernier élément et puis, vous ne serez pas surpris, c'est aussi ce qui ressortait dans les éléments de pénibilité, c'est le nettoyage. Alors quand je dis nettoyage, c'est aussi la nettoyabilité des surfaces et ou des matériels. Plus on va avoir un dispositif qui va être simple, moins on va avoir de coins, moins on va avoir de boucles, moins on va avoir de longueur, plus ça va être facile à nettoyer et d'autant plus si on a réfléchi en amont, la qualité des matériaux, la finition des matériaux pour que ça soit facile à nettoyer et donc on voit bien que dans ce qui est évoqué là, il y a quand même 2 de ces 3 éléments qu'on a repris, qui sont ressortis des travaux, de frein et motivation autour des trayeurs, qui sont des choses qui se passent avant et d'autres qui se passent après la traite. Et la logique des ergonomes, c'est de dire que, c'est ce qui va aussi accaparer l'esprit d'une certaine façon et ce qui va faire que, là où la traite peut déjà être, pénible pour telle ou telle chose, on va renforcer cette pénibilité par cette, charge, mentale, mais aussi par ces contraintes ergonomiques qu'on va avoir en amont et en aval.
Alors heureusement, tout n'est pas noir, hein. Il y a aussi des trades qui se passent très, très bien. C'est ce qui ressortait de l'enquête, hein. Il y a quand même 69 pardon, des traders qui nous disaient que la traite était un moment, intéressant et plaisant pour eux. Et pour les autres et pour ceux d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux de demain, il y a déjà des choses qui existent, hein. Quand on parle alors là, je vais vous montrer que des exemples, hein, on pourrait en passer d'autres, mais quand on parle de la circulation des animaux, il y a des possibilités, d'utiliser, par exemple, des barrières poussantes, qui vont faciliter l'approvisionnement, de la salle de traite par les animaux et en plus, si on y réfléchit bien, ça va dans le sens aussi de la sécurité des treilleurs qui vont avoir moins à aller dans l'aire d'attente pour faire circuler les animaux et en plus, si on choisit bien son matériel, ça peut faciliter le travail de ce qui va se passer après, puisque ça peut être aussi une barrière qui, de par son retour, va racler une aire d'attente. Alors ça, il faut bien sûr que le bâtiment, s'y prête, hein, mais ça peut être des solutions très intéressantes et qui existent déjà. Alors oui, c'est un surcoût, mais un surcoût qui peut très largement s'amortir, notamment, compte tenu du gain au niveau de la pénibilité. Autre exemple de ce qui se fait, et qui malheureusement est pas toujours bien utilisé ou voire, oublié dans les projets, c'est l'adaptation, d'un plancher de mobile de fond de fosse pour, adapter la hauteur du quai en fonction du trailer bien sûr, mais rappelez-vous ce qu'on a dit aussi sur les autres webinaires, en fonction aussi de l'animal et d'ailleurs sur des traites rotatives, c'est quelque chose qui est assez bien adapté dans le sens où on peut, éventuellement jouer sur l'adaptation de la hauteur de quai en fonction des animaux qui sont présents là. Alors oui, c'est quelque chose qu'il faut faire en plus, mais là, c'est faire un plus pour s'adapter et avoir, une intervention qui soit plus intéressante, au niveau de l'animal. Alors, c'est pas non plus là une solution miracle, et notamment si vous avez différents intervenants à la traite qui font pas la même taille, ben, mettre un plancher de fond de fosse, c'est pas forcément facile. Voilà, il y a aussi des moments où le matériel ne peut pas tout faire. Il faudra peut-être, réfléchir l'organisation, peut-être, s'il y a 3 intervenants potentiels, avoir 2 intervenants qui soient à peu près de la même taille pour que, ça puisse se gérer. Mais il y a cette possibilité-là. Après, comme on le disait tout à l'heure, on peut aussi avoir des adaptations résiduelles à ce que permet le matériel. Autre possibilité où là, on n'est pas forcément que sur l'amélioration du confort de traite pour le trailer, mais aussi pour le trailer, c'est, ces dispositifs qui permettent de faciliter le maintien du faisceau sous la mamelle, qui évite que le faisceau se balance dans tous les sens et qui l'équilibre. Ça, c'est quelque chose qui va être aussi intéressant pour l'animal, pour son confort, puisque la traite va être, de meilleure qualité et quelque part pour le trailer, c'est aussi un confort dans le sens où on s'attend à avoir quand même moins de faisceaux qui tombent parce que, qui dit moins de mouvement du faisceau, dit moins de risque de chute. Il y a toutes ces tâches annexes, hein, qui sont bien souvent, sous-estimées, sous-évaluées en termes de pénibilité. C'est, des choses qui peuvent, s'améliorer avec notamment, bah, là pour la situation, on a des bidons de traite à gérer, bah, c'est des rouleurs de bidons. C'est des choses qui sont pas forcément très coûteuses. Après, il faut malgré tout que la fosse, s'adapte à cette utilisation de porte-bidons, mais c'est quelque chose qui existe. On a vu tout à l'heure, le nettoyage, c'est pas forcément quelque chose qui est le plus plaisant, mais il y a, tout un tas de dispositifs qui permettent de faciliter le nettoyage. C'est des postes de nettoyage, qui permettent d'avoir un tuyau qui soit à hauteur et qui soit facilement déroulable. C'est, des supports pour rehausser les machines à laver quand on a des lavettes à nettoyer. C'est tout bête, hein, mais, pouvoir mettre les lavettes ou les récupérer sans avoir à se baisser, bah, c'est d'autant moins de risque au niveau des TMS. C'est des postes de lavage pour les vaisselles laitières, voilà, c'est des choses qui existent dans d'autres industries, mais qu'on utilise finalement, trop peu au niveau de la traite et pourtant il y en aurait besoin. Et enfin, dernière chose, en résumé, heu, il y a certes une pénibilité, de la traite conventionnelle, ça serait un tort de dire que ça n'existe pas la pénibilité de la traite. Par contre, ce n'est pas une fatalité, au minimum dans le sens puisqu'on voit qu'il y a des trayeurs, qui sont, toujours, enchantés d'aller traire le matin et le soir parce que c'est des moments intéressants pour eux dans la journée et puis aussi et surtout parce qu'on l'a vu, il y a des possibilités, qui peuvent devenir des solutions parce que justement ça peut, permettre, que l'éleveur, retourne dans sa salle de traite avec le sourire comme le disait un des derniers articles. Ce qui est certain, c'est qu'il faut réfléchir multidimensionnel, il ne faut pas réfléchir que matériel. Il y a tout un tas de choses à réfléchir sur les animaux, il y a tout un tas de choses à réfléchir sur ces pratiques et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça coûte rien d'investir, dans la réflexion avant d'investir dans du matériel. C'est éviter les erreurs de casting d'une certaine façon
Et puis, si vous l'avez bien compris, hein, c'est adapter la traite pour le confort de tous, des treilleurs et des animaux et du coup, l'un et l'autre se le rendent d'une certaine façon et puis, toutes ces possibilités qui existent, on peut en faire des solutions pour peu que, on les ait bien réfléchies, qu'on les ait bien assumées aussi. Parce que parfois c'est ça, hein, c'est faire le choix d'un matériel, c'est faire le choix aussi d'un type de fonctionnement, d'un type d'entretien. Heu, le coût de l'investissement, c'est bien, hein, mais il faut aussi réfléchir coût de fonctionnement et ça, si on le fait pas, on va des fois, au-devant de soucis, à assumer tel ou tel matériel qu'on aurait acheté parce que, on a sous-dimensionné le coût de fonctionnement et donc du coup, on va malheureusement, limiter ou restreindre l'entretien préventif et on va avoir des matériels qui pourraient nous poser problème alors qu'ils sont potentiellement faits pour bien fonctionner. Donc voilà ce que je pouvais évoquer avec vous. Alors je vois qu'il y a des questions, je vais aller faire un tour. Hem, alors attendez, j'ai un petit souci avec le questionnaire, il est là. Alors Daniel Leclinch qui nous dit que la tendance actuelle des pratiques d'hygiène de traite consiste à proposer systématiquement bretelles et ceintures à l'éleveur. L'éleveur s'épuise, il est urgent de proposer aux éleveurs un logigramme sur le choix de l'hygiène de traite en fonction des données épidémiologiques et du troupeau. Ça, je ne peux qu'aller dans ce même sens, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a à réfléchir ce qu'on fait pour que les choses soient intéressantes. Alors il y a bien sûr l'éleveur qu'on épuise, mais comme je disais tout à l'heure, on épuise aussi l'arsenal thérapeutique, des fois pour pas grand-chose. Donc oui, oui, il y a largement à réfléchir, là-dessus et normalement, vous pouvez les éleveurs peuvent le réfléchir avec, leur vétérinaire, il y a des choses qui peuvent, se discuter à ce niveau-là. Jean-Marie Ducret qui nous dit, «Avez-vous envisagé d'intégrer tout cela dans l'opti-traite annuelle ou au moins de l'intégrer dans les formations des agents agréés?» Alors oui, par rapport à la deuxième question, pas forcément oui dans la première. L'optitraite, c'est un contrôle de l'installation, qui a une entrée plutôt mécanique. On est là sur une observation des moyens mis en œuvre pour que la traite se passe correctement. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on sensibilise les agents agréés, donc les agents qui font les contrôles machines à traire, au fur et à mesure des résultats de nos travaux. Là, la prochaine session de perfectionnement des agents va se passer, dans à peine un mois. On sera en Corse puisqu'on fait le tour des différents départements français. Là, ça sera en Corse et on va leur faire effectivement un débriefing sur les résultats d'Ergotraite et c'est important, hein, ces agents-là, il faut savoir qu'ils sont agréés parce qu'ils sont équipés, parce qu'ils sont formés, mais parce qu'aussi ils suivent des sessions de perfectionnement qui leur permettent d'être au courant des derniers travaux, pardon. Alors, il y a aussi quelqu'un qui nous demande quelles pratiques en particulier doivent être mises en œuvre pour la stimulation des animaux. Alors, il faut savoir que la stimulation des animaux, que ce soit les vaches, les chèvres ou les brebis, le stimulus, il est tactile. C'est bien le contact avec le crayon qui va faire qu'on va avoir un réflexe, d'éjection de l'ocytocine qui va se mettre en place et tout le reste va mettre l'animal dans un contexte, soit de bien-être, soit de stress qui va soit renforcer la possibilité à ce que l'ocytocine soit efficace, soit de l'autre côté, contrarier l'action de l'ocytocine. Donc, plus on va être dans une routine et mieux ça va être, ça c'est certain. Mais pour une bonne stimulation, il faut avant tout un contact avec le crayon. Alors, c'est l'équivalent de ce qui se passe avec le veau, hein. Le veau, quand il va téter, il va comprimer, il va des fois taper même dans le crayon pour pouvoir faire, la descente, enfin sur la descente de lait. Mais en tout cas, c'est bien tactile. Hem Il est certain que, les pratiques d'hygiène peuvent concourir à cela aussi pour certaines d'entre elles, pas forcément toutes. Si on est sur une simple, application d'un prémoussant et que derrière on n'a pas forcément un bon essuyage en bonne et due forme, la stimulation peut être un peu juste. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut réfléchir sur cette pratique d'hygiène en se disant que, on en a besoin pour tout un tas d'autres choses, mais notamment pour la stimulation. Donc il faut quand même y passer suffisamment de temps pour que ça soit intéressant et que, en fait, ce temps qu'on va passer sur le début de la traite, c'est pour qu'on en passe moins sur la durée de la traite effective derrière. Donc c'est un investissement pour gagner du temps sur le reste et même sur la traite robotisée, hein, il y a des possibilités de simplifier ou de renforcer les préparations des crayons. Parfois, ça peut être un bon investissement de renforcer, plutôt qu'aller à l'inverse en se disant: je vais limiter le temps de préparation, je vais gagner peut-être une vache sur la journée». Bah oui, mais les autres vaches qui vont y passer, qui vont passer à la traite, vont peut-être être pas bien stimulées, ça va éventuellement nous poser problème. Après, il y a une autre question sur, savoir s'il y a des recommandations sur le nombre de trayeurs en fonction de la taille du troupeau.
Alors, c'est pas forcément par rapport à la taille du troupeau quand on a des recommandations, c'est plutôt par rapport au nombre de postes pardon, à gérer. Après, il peut y avoir une réflexion sur le nombre de postes en fonction du nombre de vaches, ça c'est certain, mais il n'y a pas de vérité dans l'absolu. C'est un peu comme pour l'ergonomie, il y a une espèce d'équation personnelle qui fait que pour certains, au-dessus de 10 postes, ils sont déjà, largement dépassés et d'autres, s'il n'y a pas, 14 ou 16 postes, ils ont l'impression de s'ennuyer. Tout dépend aussi des pratiques d'hygiène qu'on va mettre en place, tout dépend de la façon dont vont circuler les animaux. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ce qui est certain, c'est que le dimensionnement classique au niveau français en termes de nombre de postes, c'est, d'avoir un poste pour 5 vaches en double équipement et un poste pour 7 vaches en simple équipement. Voilà, ça c'est les grands standards, c'est ce qui permet de tenir la traite sur 1 heure et demie. Et après, combien de postes par trayeur, ça dépend aussi de l'automatisation de la traite. Sans dépose automatique, ben, dès que l'éleveur il commence à dépasser les 2 fois 5 postes, ça commence à être compliqué. Par contre, s'il y a des pauses automatiques, on peut monter à 2 fois 6, 2 fois 7. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait et parfois, malheureusement, on a des situations où on va rajouter, 1 ou 2 trayeurs et bah, quelque part, on a une perte marginale parce que, il n'y a pas une bonne organisation entre eux et ils peuvent parfois, d'une certaine façon, se marcher sur les pieds et c'est pas forcément toujours si rationnel que ça. Donc voilà, c'est à voir, en fonction des situations. Après oui, il y a des aberrations, enfin des aberrations, on va dire théoriquement, si on est sur, 50 vaches à traire sur une 2 fois 4, être 2 à la traite, ça peut paraître une aberration, mais moi je me souviens d'une situation où c'était monsieur et madame qui étaient à la traite le matin, tout simplement parce que c'est pas qu'ils étaient débordés, mais c'était le moment où ils se passaient les consignes pour la journée, s'organisaient leur journée donc ouais, ça se discute pas. Ils étaient certes trop, mais c'était une façon de s'organiser et inversement, je me souviens d'un autre élevage où, il y avait de mémoire, 150 vaches à traire sur une installation 2 fois 12 ou 2 fois 14 et le salarié était tout seul. Bah, là concrètement, il s'en tirait pas, les animaux s'en tiraient pas, la traite durait plus de 2 heures et c'était, largement pénible et c'était prévisible que ça soit pénible. Voilà, entre les 2, bah, c'est à voir et c'est à auditer en fonction du contexte. Hem Alors, il y a encore une question sur les replays. Bah, bien sûr, les replays seront disponibles. Alors c'est Jean Charest du CNIEL qui pose la question et je comprends la question puisqu'on travaille ensemble, sur l'animation du groupe traite et stockage du lait du CNIEL et c'est vrai qu'on a déployé, il y a de ça quelque temps, un site de référencement des documents d'intérêt qui s'appelle Bibliotraite. Donc oui, bien sûr, les documents seront accessibles au moins sur le site d'Ergotraite. Donc ça, je vous l'avais déjà évoqué, mais je pense qu'on le mettra aussi en référencement sur la plateforme. On en discutera avec le groupe Jean, il y a pas de problème. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Je revérifie quand même. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, on a passé toutes les questions. Donc je vais revenir juste sur le diaporama, juste pour évoquer la dernière slide, qui est justement le fait que, bah, on a fini cette série de webinaires, effectivement, 6 webinaires sur les résultats Ergotrade. Donc attendez-vous aussi à ce qu'il y ait d'autres livrables. C'est une logique, hein, dans les projets de Casdar. Il y a tout un tas de livrables qui arrivent certes au fur et à mesure, mais aussi beaucoup à la fin. Donc je vous invite à, faire, des sauts fréquents sur le mini site, dédié sur le site de l'institut. Donc c'est une plateforme qui s'appelle Ergotrade. Vous avez ici le QR code qui vous permet d'y accéder rapidement, sinon vous avez l'adresse qui est juste en dessous. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions qui arrivent, a posteriori, bah, n'hésitez pas à nous les remonter, on essaiera de vous donner réponse. Et en tout cas, merci pour vos participations à ces différents webinaires. Merci pour vos questions. Certaines ont été, intéressantes pour nous aussi à prendre en considération et ça nous a amené d'ailleurs à mettre, un des points à l'ordre du jour du prochain comité de pilotage qui sera le comité de pilotage de clôture de ce projet. Bah, en tout cas, merci à vous, bonne continuation et puis, ben, suite, sur un prochain épisode peut-être. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.